Les changements climatiques ne cessent de faire parler d'eux à travers leurs effets de plus en plus insupportables. Dans son deuxième numéro de Débat écolo, le réseau des journalistes du Bénin sur les catastrophes naturelles s'est intéressé à l'importance du reboisement dans la lutte contre le phénomène. La forêt, j'ai dit que c'est des puits à carbone, donc la forêt permet d'absorber le CO2. Mais sur le plan international, lorsqu'on fait le bilan en matière de production de gaz à effet de serre, la part utilisée par la forêt n'est pas aussi élevée. Donc, c'est les énergies fossiles qu'il faut cesser d'utiliser pour pouvoir régler les questions de changement climatique. L'Afrique émettant le moins de gaz à effet de serre et subissant grandement les effets des changements climatiques, il importe d'accentuer les réflexions sur les mesures d'adaptation. En cela, par exemple, sur le plan national, on peut revoir le calendrier agricole et l'adapter aux modifications de la pluviométrie. Vous allez voir qu'actuellement, il pleut beaucoup, mais le sol n'arrive pas à les absorber. Donc, c'est les deux extrêmes. Dès que vous rentrez dans la pluviométrie, vous avez une grande quantité. Lorsque c'est la saison sèche, elle est vraiment rude. Et comme solution en matière de changement climatique, il faut aller vers les innovations pour pouvoir utiliser les énergies renouvelables. Les innovations, c'est tout faire pour qu'on puisse amplifier l'utilisation de l'énergie solaire, l'énergie éolienne et l'énergie propre aussi des cours d'eau. Et sur le plan de la recherche, l'EPAC va nous aider à confectionner des accumulateurs d'énergie qui vont avoir plus d'autonomie. L'Afrique ayant le soleil, le vent et les cours d'eau à portée, les pays gagneraient à promouvoir les énergies découlant de ces ressources naturelles. Comme à Dakar, où de nombreux couacs ont été signalés, les Sénégalais vivant au Bénin se sont acquittés de leurs devoirs civiques, non sans mal. Un scrutin qui s'est déroulé dans les locaux du consulat du Sénégal au Bénin. Le climat était tendu du fait, entre autres, de l'impossibilité pour certains d'accomplir leurs devoirs. Depuis le matin, tout se passe bien. Bon, même s'il y a quelques incidents qui sont signalés par-ci, par-là, c'est aussi normal parce que voilà, en matière de vote, ça arrive souvent. Ceux qui ne sont pas en situation régulière, on les a renvoyés, franchement. Puisqu'il y a des gens qui n'ont pas été enrôlés ici, qui sont enrôlés au Sénégal, donc on ne peut pas, ou bien ailleurs, on ne peut pas les accepter. D'autres, ils ont la carte, mais leur nom ne se trouve pas sur la liste. On a deux bureaux de vote. Bon, il y a trop de monde. Je crois que pour la première fois qu'on vote, c'est dans le consul. Bon, c'est pour ça que les organisations étaient un peu bizarres. Une des complications de ce scrutin réside dans le nombre inédit de listes, 47 contre 24 en 2012. Cela exigeait la présence de 47 bulletins dans chaque bureau de vote. On a commencé à 8h00, on a commencé le vote. Bon, comme il y a du monde en bas, on a prolongé jusqu'à 19h. La mobilisation est totale, tout le monde est là. On peut estimer peut-être, on attend. Nous attendons peut-être 80 à 85%. Je leur demande de garder leur calme et de rester serein comme toujours. On a voté dans le calme, dans la sérénité. Après avoir voté, comme vous le constatez, on est là en famille. Sur 165 sièges de l'Assemblée, élus pour 5 ans, 105, dont les 15 de la diaspora seront pourvus au scrutin majoritaire, un système favorisant le parti arrivé premier dans chaque département, puisqu'il en raflera tous les sièges. 60 autres sièges seront répartis à la proportionnelle. Alors qu'on croyait mort le sergent Joao Rodriguez, le dernier policier à avoir vu vivant, Ahmed Timol, un militant anti-apartheid décédé dans des conditions suspectes en 1971, la fille du sergent a révélé le contraire. Assigné à comparaître à la réouverture du procès, le sergent Joao Rodriguez s'est présenté ce lundi à la barre du tribunal de Pretoria. Dans un témoignage très détaillé, en dépit des décennies écoulées depuis les faits, il se souvient de ce 27 octobre 1971. I tried my best. J'ai fait de mon mieux. J'ai réagi aussi vite que j'ai pu, mais je n'ai pas réussi à l'atteindre avant qu'il ne passe par la fenêtre.
Aujourd'hui, on a bien vu qu'ils s'en tenaient à leur ancienne version des faits. Pour quelqu'un comme moi, qui a suivi et enquêté sur cette affaire pendant plus de 20 ans, c'est très douloureux de rester assis et de les écouter répéter la même chose, avec un air arrogant et un total mépris pour la famille. Nous allons donc attendre la suite du procès. Interrogé pour savoir si le jeune homme présentait des blessures avant sa chute fatale du bureau 1026, le sergent Joao Rodriguez répond par la négative au juge Moffle. Il était entièrement habillé. Je n'ai vu aucune blessure sur son corps. Ces propos du sergent Joao Rodriguez viennent contredire ceux d'un pathologiste la semaine dernière devant ce même tribunal. Ce dernier avait affirmé qu'Ahmed Timol aurait été incapable de sauter de la fenêtre compte tenu des tortures qu'il avait subies. Une soixantaine d'invités représentant différents secteurs de la société participent à cet atelier organisé par le gouvernement en partenariat avec le programme des Nations Unies pour l'environnement. L'atelier de lancement a pour objectif de faciliter une meilleure compréhension du processus de production de la troisième communication nationale. Spécifiquement, il va y avoir un travail de recherche, de collecte des données pour ce qui concerne la République centrafricaine. Où en sommes-nous en termes de production de gaz à effet de serre? Durant cette rencontre, il s'agira d'engager les principaux acteurs et d'établir des groupes de travail techniques pour entreprendre diverses tâches, notamment les mesures d'atténuation et de vulnérabilité. Nous devons beaucoup communiquer, nous avons un plan de communication et bientôt vous en verrez donc les formes. Je m'appuie beaucoup sur les cadres, sur tous les partenaires. Dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, les pays partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ont l'obligation de produire des rapports périodiques sur les émissions de gaz à effet de serre. À ce jour, la République centrafricaine a produit 2 communications nationales. La première en 2003 et la seconde en 2013. Le Sénégal suspendu dans l'attente du résultat des élections législatives du dimanche, alors que les résultats provisoires sont attendus au plus tôt pour mercredi. La coalition présidentielle a annoncé sa large victoire dans 42 des 45 départements. Mais d'abord, c'est à Dakar que la bataille cristallise l'attention. La coalition au pouvoir, comme celle du maire de Dakar, revendique toutes deux la victoire dans la capitale. En prison, le maire de la ville, Khalifa Sall, peut compter sur ses partisans qui revendiquent la victoire à Dakar. La victoire de notre coalition Manko Tahaou Sénégal dans le département de Dakar est sans contestation. Nous n'accepterons pas le hold-up. Nous n'accepterons pas la confiscation de notre victoire. Nous n'accepterons pas le détournement de la volonté des populations de Dakar. Lundi soir, à la faveur d'un point de presse, la coalition au pouvoir a tenu à mettre les choses au clair concernant la ville de Dakar, où elle revendique, elle aussi, la victoire. Le département de Dakar est tombé au niveau de l'escarcelle de Benno Bokk Yakaar. C'est ça la réalité actuelle de la politique sénégalaise. La coalition présidentielle affirme se baser sur les procès-verbaux de leurs différents représentants. Selon elle, elle a raflé la ville avec un écart serré d'à peine 3000 voix. La principale surprise dans ces élections législatives est le taux de participation. Selon les premières estimations données par le camp au pouvoir, elle serait d'environ 54%. Un record jamais atteint selon elle lors d'une élection législative au Sénégal.
Dossier putsch raté au Burkina Faso de mi-septembre 2015. Dans son ordonnance de règlement rendue le 24 juillet dans l'enquête sur ce coup d'État raté du général Gilbert Diendéré, le juge d'instruction a estimé que l'actuel président du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, était exempt de tout reproche. Eddie Komboigo avait été inculpé puis écroué pour son implication présumée. Il est désormais libre de ses mouvements. Le président du parti de Blaise Compaoré vient ainsi de bénéficier d'un non-lieu prononcé par le juge d'instruction en charge de l'enquête sur le coup d'État manqué de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. De son côté, le CDP salue une décision conforme à ce qu'il a toujours clamé, son innocence. Depuis l'ouverture de l'enquête judiciaire sur la tentative de coup d'État du général Diendéré, principale mise en cause, le tribunal militaire a inculpé 90 personnes. Une trentaine parmi elles, dont les généraux Diendéré et Djibril Bassolé, sont actuellement détenus à la maison d'arrêt et de correction des armées. Pour l'heure, la justice militaire n'avance aucune date pour les premières audiences de ce procès très attendu par les Burkinabés, mais celles-ci doivent se tenir au dernier trimestre de l'année, d'après une source judiciaire. Crise au sein du Front populaire ivoirien. Après plusieurs années de querelles, à quand la paix ? Depuis la Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo, fondateur du parti, tente de faire la médiation. Récemment, il a chargé l'un de ses visiteurs assidus de transmettre un message à Pascal Affi-N'Guessan, président de l'une des deux tendances du parti. L'ex-président demande expressément à son ancien Premier ministre de surseoir à la tenue du congrès qu'il avait annoncé pour le mois d'août. Abdoudramane Sangaré, président de l'autre tendance du parti, avait reçu un message similaire après que ses partisans eurent organisé la fête de la liberté en fin avril à Akouré. Laurent Gbagbo exhorte les deux rivaux à éviter de prendre des initiatives qui les fragiliseraient mutuellement. L'homme s'est donné jusqu'à octobre pour concilier les positions. Affi-N'Guessan a pris acte de cette requête et a informé son secrétaire général de son intention de s'y plier. Au cas où cette médiation échouait, Affi-N'Guessan pourrait organiser son congrès et sa propre fête de la liberté. Les congressistes sont venus de toutes les préfectures du pays. Les événements de 2013 n'avaient pas permis aux femmes de se retrouver et d'échanger sur leur organisation commune. À l'issue du présent congrès, l'OFCA a eu de nouveaux textes de base adaptés aux réalités et aux besoins actuels des femmes de Centrafrique et un nouveau bureau exécutif démocratiquement élu par des vaillantes femmes dans la démocratie, émanation de notre Assemblée souveraine, va désormais gérer avec efficacité l'avenir de notre organisation. L'OFCA est traversé par plusieurs courants. Le nouveau bureau entend réconcilier les femmes pour les impliquer davantage dans l'œuvre de reconstruction nationale. Fort de tout cela, les femmes ont un rôle central à jouer en cette période de reconstruction nationale. D'abord parce qu'elles sont donneuses de vie, parce qu'elles élèvent et éduquent les enfants, parce qu'en période de crise, même quand les hommes sont partis, elles sont souvent seules à assumer la survie de la famille et parce qu'habituées à soulager, elles savent sans doute mieux prévenir. Gageons que toutes les femmes de bonne volonté ne manqueront pas de saisir l'opportunité que leur offre la nouvelle direction de l'Organisation des femmes centrafricaines. Plus que jamais, l'heure est à la réconciliation et au relèvement du pays.